Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un format un peu différent aujourd'hui puisqu'il ne s'agit pas d'un journal d'une lectrice. L'arrière-plan vous donne des indices. On va aujourd'hui parler de romans à glisser sous le sapin pour faire plaisir puisque tic-tac, pour la team dernière minute, il est l'heure d'aller en librairie pour choisir les livres que vous allez offrir à vos proches. Alors c'est pas toujours évident de savoir quel livre offrir, même quand on lit nous-mêmes énormément. Puisque on le sait, les goûts sont très subjectifs et très personnels. Je vais ici essayer de vous présenter soit des romans que j'ai déjà offerts ou que j'ai déjà prêtés et qui ont à chaque fois plu, soit des romans que j'ai lus en lecture commune et pareil, ça a plu à la plupart des personnes avec qui j'ai lu ces romans. Des romans aussi de mon aventure Charleston, puisque bah, voilà, on était une vingtaine de lectrices à avoir lu ces romans. Bref, je vais essayer de vous proposer des romans sur lesquels j'ai un petit peu de recul. Voilà, et puis ça sera un peu des romans en tout genre. J'ai essayé de piocher dans le genre du polar, du thriller, du cozy murder, dans le genre contemporain, dans le genre historique et un tout petit peu dans le genre fantasy, fantastique, plutôt fantasy. Oui, vous avez bien entendu, si vous avez regardé mes derniers vlogs, vous avez pu voir que je commence à m'intéresser à ce genre-là. Et voilà, il n'y aura pas énormément de titres proposés, mais c'est toujours ça de prix. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire et que vous pourrez y trouver des petites idées de romans à offrir. On va commencer par le genre polar, thriller, puisque c'est un genre voilà, que je maîtrise un peu mieux peut-être, et donc du coup c'est pas mal pour commencer cette vidéo. Alors j'ai envie, alors je ne vais pas forcément les présenter dans moi, mon ordre de préférence, hein, c'est vraiment, il y en a tellement là de livres autour de moi que voilà, ça va être au fur et à mesure que j'ai les livres sous la main. Le premier roman que je vais vous présenter, c'est Le Cri de Nicolas Begley. En fait, qui est une trilogie, donc je vous le dis quand même parce que quand on offre un roman, c'est quand même bien de savoir que le roman qu'on offre fait partie d'une saga. Donc là, c'est une trilogie, c'est Le Cri, Complot et L'île du diable. On est ici dans plutôt un polar, mais bon, qui mêle aussi un petit peu thriller. Là, c'est mis thriller sur la quatrième de couverture, mais voilà, la différence pour ceux qui ne le savent pas entre thriller et polar, quand on parle de thriller, normalement on est vraiment intégré dans la tête du tueur et donc du coup on voit tous les mécanismes psychologiques qui sont en cours, alors que dans le polar, on est plutôt du point de vue de l'enquêteur, du policier et donc on va découvrir au fur et à mesure la procédure, les motivations du criminel, pardon. Voilà la distinction, c'est vraiment une distinction au niveau du point de vue qu'offre l'auteur au lecteur. Donc là, oui, on peut être à la fois dans du polar et du thriller. En tout cas, l'héroïne principale va être une inspectrice, ça sera l'inspectrice Sarah Kerrigan. C'est une trilogie qui se passe principalement en Norvège, donc voilà, parfait pour la saison. Donc on va suivre principalement l'enquêtrice Sarah Kerrigan dans ces trois tomes. Ce que j'aime en fait chez Nicolas Begley, c'est qu'il va partir à chaque fois d'une enquête d'un cadavre, d'un meurtre, et au fur et à mesure en fait qui va essayer de démêler la pelote là, de mystère, eh bien il va dézoomer au fur et à mesure et on va arriver sur des faits de société, voire des faits historiques. Et ça va venir vraiment chambouler les vérités, les croyances que vous avez sur des choses assez fondamentales. Donc ça déstabilise beaucoup. Alors c'est des pavés pour les deux premiers, le troisième est plus court. Le Cri par exemple, il fait plus de 500 pages. Ce qui est bien, c'est que toute la trilogie est déjà disponible au format poche chez Pocket. Alors je vais vous lire le résumé et après je vous dis très rapidement ce que j'en ai pensé, ça vous permettra de voir un petit peu l'intrigue qui est proposée dans ce premier tome. À quelques kilomètres d'Oslo, l'hôpital psychiatrique de Gostad dresse sa masse sombre parmi les pins enneigés. Appelée sur place pour un suicide, l'inspectrice Sarah Kerrigan pressent d'emblée que rien ne concorde. Le patient 488, ainsi surnommé suivant les chiffres cicatrisés qu'il porte sur le front, s'est figé dans la mort. Un cri muet aux lèvres, un cri de peur primale. Soumise à un compte à rebours implacable, Sarah va découvrir une vérité vertigineuse sur l'une des questions qui hantent chacun d'entre nous. La vie après la mort.
Et le titre de ce premier tome et un petit peu la description aussi hein, de l'expression de peur figée sur la face du prisonnier m'a beaucoup fait penser au tableau Le Cri de Edouard Munch, je pense, ou Munch, je ne sais jamais comment on dit. Enfin voilà, ça concorde bien dans l'ambiance. Donc voilà un petit peu l'intrigue et en lisant juste le résumé, je revois toute ma lecture défiler. C'est 550 pages. Je ne les ai clairement pas vues passer. C'est un rythme qui est vraiment très très dynamique, c'est addictif. Nicolas Begley, il a une particularité, je trouve, c'est qu'il fait des chapitres très très courts avec des cliffhangers en fait en fin de chapitre qui vous donnent envie de poursuivre votre lecture, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Voilà, moi j'ai vraiment vraiment adoré cette trilogie. Je dirais que mon préféré a été le premier, puis le dernier, puis le second. Mais voilà, c'est une saga que je recommande si vous avez envie d'offrir un livre thriller, polar, qui peut venir remettre un petit peu en question les croyances de manière générale. Un autre style, je vous conseille, si vous souhaitez également, là ici on est plutôt sur un polar, Olivier Norek, est-ce que je le présente? Je pense qu'il n'y a plus besoin de le présenter. C'est un auteur voilà, qui est très très connu pour sa plume. Alors personnellement j'ai lu Surface, j'ai lu Entre deux mondes, j'ai lu Code 93 et mon coup de cœur va à Surface. J'ai été assez déçue des autres romans que j'ai pu lire de l'auteur. Je suis désolée, il y en a qui vont avoir envie de, de me fouetter sur la place publique, mais chacun, voilà, chacun son avis. J'ai énormément aimé ce roman-là, c'est un one-shot. Vraiment, je l'ai dévoré. Mais pour moi, ça ne l'a pas fait avec les autres romans, même si, encore une fois, je ne critique pas la plume de l'auteur. Je trouve que vraiment, il écrit très très bien. Mais un peu trop de violence pour moi dans Code 93 et Entre deux mondes, pour moi, c'était davantage lié à un fait de société, à un contexte bien particulier avec la jungle de Calais, etc. Et on était un peu moins dans le polar, je ne m'y attendais pas du tout, bref, voilà. Donc pour Surface, je voulais le résumer, mais vous allez voir que ça ne va pas vous dire grand-chose. Ici, personne ne veut plus de cette capitaine de police. Là-bas, personne ne veut de son enquête. Voilà, en fait, on va suivre en fait Noémie Chastain, qui est flic, et je ne peux pas vous dire ce qui va se passer en tout début de roman, mais la première scène, clairement, c'est une dynamite. Je pense que j'ai rarement lu un roman avec une première scène, une scène d'ouverture aussi explosive. Bref, il va arriver un événement à cette flic sur le premier chapitre, ça se passe sur quelques pages. Et à partir de là, en fait, elle va être un petit peu expédiée en fait, de son équipe et elle va être reléguée dans une autre équipe au fin fond de la campagne, en tout cas dans un tout petit village où, bizarrement, elle va avoir de quoi enquêter, mais une enquête que personne ne veut la voir mener. Elle va devoir déterrer des lourds secrets et clairement, pareil, très très addictif. Moi, j'ai vraiment adoré, il fait 400 pages. Je l'ai beaucoup prêté, ce roman-là. Je l'ai beaucoup offert et conseillé. Et à chaque fois, les retours étaient très très positifs. Ça a toujours été un coup de cœur ou quasi. Donc voilà, je ne peux que vous le conseiller. Je vais essayer de ne pas prendre trop de temps à chaque fois parce que sinon la vidéo va durer des heures. Je vous conseille également Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Niemiec. Ici, on va être en Alabama en 1963. Merci Manon. On va être dans un contexte de ségrégation raciale. On va avoir en fait une fillette noire qui va être retrouvée et clairement la police est bien loin de s'en préoccuper. Et les parents en fait vont faire appel à un détective privé qui est Bud Larkin, sauf que Bud Larkin, en fait c'est un ancien flic, on ne sait pas trop pourquoi il a été viré de la police, mais on sait que c'est un ancien flic qui est maintenant à son compte détective privé. Et les parents de la jeune fille qui a été retrouvée morte, vous vous doutez bien que si elle est noire, ils sont noirs, sauf que Bud est raciste, alcoolique et raciste notoire. Voilà, des valeurs qui ne font pas bon ménage avec la couleur de peau de ses clients. Et il va devoir donc aller dans les quartiers en fait noirs, sauf qu'il ne va clairement pas être le bienvenu. Et du coup, il va
utiliser sa femme de ménage qui est noire également pour pouvoir enquêter et ce duo va être détonnant. Moi j'ai été énormément attachée à ce duo-là, à ce binôme que je ne suis pas prête d'oublier. Pourtant je l'ai lu il y a quand même, je dirais 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Je pense qu'il y a bientôt 2 ans que je l'ai lu et je me souviens vraiment de chaque passage émouvant de cette histoire. Au début, Bud, clairement, on va le détester. Et puis au fur et à mesure, on va comprendre pourquoi il est comme il est, pourquoi il est si isolé, si solitaire, si cabossé. Et sa femme de ménage, Adela, bah, clairement, elle, je me suis attachée tout de suite à elle. Et il va y avoir un beau lien qui va se créer entre eux. Il y a des scènes qui sont difficiles. Vous doutez bien que retrouver une fillette morte, c'est pas évident. C'est pour autant pas macabre ni glauque. C'est juste que voilà, il faut avoir parfois le cœur bien accroché. Mais ça va pas non plus trop. Enfin voilà, c'est pas prédominant. Ça doit pas vous freiner à l'offrir. On n'est pas sur une plume comme Franck Tillier par exemple, pas du tout. Il y a de très très beaux moments dedans. Il y a des moments aussi très révoltants, puisque je vous l'ai dit, on est en pleine ségrégation raciale. Moi j'ai clairement adoré et je me souviens encore du dénouement où j'ai beaucoup pleuré. Donc c'est un panel d'émotions à la lecture. Je ne peux que vous le conseiller pour vous ou pour l'offrir. Si vous ne l'avez pas lu, eh bien qu'est-ce que vous attendez pour le lire? Voilà. Un autre... alors là, pour moi, c'est plutôt du thriller. Je ne sais pas s'il est catégorisé polar ou thriller. En tout cas, c'est un roman noir, Mamie Luger de Benoît Philippon. Alors, je vous montre les deux, Mamie Luger et Cabossé. Il faut savoir que ces deux livres, en fait, sont en lien. À la base, j'avais écouté un podcast avec Benoît Philippon. À la base, en fait, c'est Cabossé qui devait sortir. Et puis, dans son processus d'écriture, eh bien, Berthe est arrivée. Il me semble que c'est Berthe, oui, c'est Berthe. Berthe est arrivée, 102 ans. Et elle a pris énormément de place dans le roman qu'il était en train d'écrire, si bien que la maison d'édition lui a dit stop en fait, là Benoît, c'est pas possible, ce personnage-là prend trop de place. Donc soit tu fais un roman juste pour elle, réservé à ce personnage-là, soit tu t'arrêtes en fait et du coup on coupe beaucoup de scènes. Et en fait Berthe l'a tellement habité qu'il a d'abord fini d'écrire Mamie Luger avant de finir d'écrire Cabossé, alors que à la base il avait commencé en fait avec Cabossé. Donc vous comprendrez que ces deux histoires sont liées. Si vous deviez choisir un ordre de lecture, je vous conseille de lire d'abord Mamie Luger, puis ensuite Cabossé. L'un ne spoile pas forcément l'autre, c'est juste que les personnages de Cabossé font un passage assez furtif dans le début de Mamie Luger. Et du coup, on comprend un petit peu après le lien. Alors pourquoi je vous conseille celui-ci? Enfin, je vous conseille les deux en fait, hein, mais pourquoi je vous conseille celui-ci? Eh bien parce qu'on part d'un thriller pour, encore une fois, amener des faits dans un contexte historique particulier, mais avec un personnage vraiment en décalé avec tout ce que vous avez déjà pu lire. C'est un personnage qui est détonnant, qui a beaucoup d'humour, de l'humour noir. Il y a des passages très poétiques et je trouve que la plume de Benoît Philippon est vraiment clairement atypique. Et je pense que si je lisais un roman de Benoît Philippon sans savoir que c'était lui qui l'avait écrit, eh bien je reconnaîtrais sa plume tellement je l'aime, cette plume, et tellement, voilà, elle a quelque chose de très particulier. Elle sait être très incisive, très brute et parfois vraiment des moments très poétiques, très doux. Voilà, il y a cette variation-là dans sa plume qu'il maîtrise vraiment à la perfection. Je vous lis le résumé, sinon je pourrais en parler très longtemps. 6h du matin, Berthe, 102 ans, canard de l'escouade de flics qui a pris d'assaut sa chaumière auvergnate. 8h, l'inspecteur Ventura entame la garde à vue la plus ahurissante de sa carrière. La grand-mère au Luger vide son sac. Et le récit de sa vie est un feu d'artifice. Il y est question de meurtrier en cavale, de veuve noire et de nazi enterrés dans sa cave. Alors, aveu, confession ou règlement de compte? Ventura ne sait pas à quel jeu de dupe joue la vieille édentée, mais il sent qu'il va falloir creuser. Et pas qu'un peu.
Alors vous voyez, rien qu'à la lecture du résumé, j'ai le sourire parce que, encore une fois, mon moment de lecture me revient vraiment en tête. Et qu'est-ce que j'ai rigolé dans ce roman. Berthe, enfin vraiment c'est un personnage détonnant. Vous imaginez quand même une personne âgée de 102 ans avec un fusil à la main qui est en train de canarder des flics parce qu'en fait elle vient d'essayer de mettre un plomb dans les fesses de son voisin et le voisin ben voilà, a interpellé la police. Et ce qui pourrait être une interpellation et une garde à vue pour un incident de voisinage, eh bien, va révéler en fait beaucoup plus. Vous allez voir que Berthe n'est pas une gentille mamie toute tranquille. Elle a un passé qui est bien sombre et elle a dû voilà, faire preuve de force, de courage tout au long de sa vie pour se battre pour ses droits dans des contextes très différents. On va dire qu'elle est née dans les débuts des années 1900, début 20e, donc voilà, on s'entend, vous voyez bien que la condition de la femme a évolué, et même la condition des minorités, hein, c'est pas un spoil puisque c'est dit dans le résumé. On va parler du nazisme, on va parler de la ségrégation raciale, on va parler d'amour aussi dans ce roman, on va parler de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de sujets qui sont abordés à travers, simplement, eh bien, la vie de cette grand-mère. Ouais, moi je l'ai adoré et clairement pour ceux qui ne l'ont pas lu, eh bien je suis un petit peu jalouse parce que vous allez avoir le plaisir de le découvrir et c'est pas rien. Ensuite, j'en ai parlé ce matin sur Instagram, je vous conseille Dans son silence d'Alex Michaelide, je ne sais toujours pas comment on dit. Alors ici, il s'agit d'un thriller psychologique. Et il me semble d'ailleurs que l'auteur est psychologue, si je ne dis pas de bêtises. Non, pas... Si, je vais dire pas du tout, mais si, en fait, c'est un scénariste britannique. Il a auparavant étudié la psychanalyse et a travaillé dans une clinique pour jeunes pendant 2 ans. Dans son silence, son premier roman est devenu un véritable phénomène dans le monde entier. Et en fait, ça se sent qu'il a fait des études de psycho, clairement, parce qu'il vous retourne la tête. Pourtant, je suis psychologue spécialisée en neuropsychologie de formation, donc voilà, la psychologie, ça me connaît, et pourtant, je me suis un petit peu beaucoup fait berner par le dénouement de ce thriller psy. Je voulais le résumer. Alicia, jeune peintre britannique en vogue, vit dans une superbe maison près de Londres avec Gabriel, photographe de mode. Quand elle est retrouvée chez elle, hagarde et recouverte de sang devant le cadavre de son mari défiguré, la presse s'enflamme. Aussitôt arrêtée, Alicia ne prononce plus le moindre mot, même au tribunal. Elle est jugée mentalement irresponsable et envoyée dans une clinique psychiatrique. J'ai envie de m'arrêter là. Je vous dirais simplement que, voilà, Alicia, c'est l'un des personnages principaux, et le deuxième personnage principal, en fait, c'est Théo Faber, qui est un psychothérapeute. Et on ne sait pas pourquoi, mais il va tout faire, en fait, pour intégrer la clinique psychiatrique dans laquelle est internée Alicia, puisque vraiment son objectif professionnel, c'est de la faire parler. Il est persuadé qu'elle n'y est pour rien dans le meurtre de son mari, que c'est un état de choc et que voilà, il a les compétences pour lever son mutisme, pour la faire parler et du coup pour la disculper. J'ai envie de dire que c'est du génie à ce niveau-là parce que clairement, l'auteur vous bluffe du début à la fin. Vous sentez qu'il y a quelque chose voilà, qui vous titille, là, qui est pas... Voilà, vous vous sentez un petit peu manipulé, mais bah, enfin, voilà, si quelqu'un a réussi à comprendre le dénouement de ce roman bien avant qu'il soit annoncé, eh bien, sincèrement, dites-le moi en message privé, venez m'en parler parce que voilà, moi je me suis fait berner et j'ai pris plaisir. Pareil, un rythme très addictif, c'est très dynamique, c'est haletant. Bref, je ne peux que vous le conseiller. Ensuite, on va rester dans les thrillers psychologiques. Je vous conseille Les heures de la nuit, ne rattrapent jamais celles du jour, de Vanessa Caffin. C'est un thriller psy que j'ai eu l'occasion de découvrir cette année. Il n'est pas encore sorti en poche, celui-ci. C'est vrai que je n'ai pas toujours dit quand il était sorti en poche ou pas, mais celui-ci n'est pas encore sorti en poche. Je pense que tous les autres que je vous ai montrés pour le moment le sont. Je vous lis le résumé. On a tous chez soi une vieille boîte à chaussures remplie de nos lettres des années lycée. Imaginez que vous ouvriez cette boîte. Imaginez que vous n'ayez aucun souvenir des amis qui vous ont écrit, ni de votre premier amour. Un trou noir. Imaginez qu'une des lettres qui vous était adressée se finisse par ces mots.
Florence dit que tu es un monstre, qu'elle t'a vu faire. Elle jure qu'elle a entendu les cris. Je ne veux pas la croire. Partiriez-vous, comme Alice, près de 30 ans plus tard, à la recherche de votre mémoire blessée, même au prix de tout ce que vous avez de plus cher. Voilà. Donc ici, en fait, on va parler d'une jeune femme, donc Alice, 30 ans, qui est amnésique. Mais ce qui est assez déroutant, je trouve que c'est que en fait, elle souffre d'amnésie à mesure, c'est-à-dire que elle va se mettre mal à une soirée, le lendemain, elle va se réveiller, elle ne va pas savoir ce qu'elle a fait, avec qui elle a passé la nuit. Enfin voilà, et c'est au-delà du trou noir lié à l'alcool. Elle a très très peu de souvenirs de son enfance, elle a très peu, enfin voilà, elle a une mémoire qui est clairement défaillante et c'est pas que ça l'a jamais interrogée, mais voilà, pour elle, ça faisait partie d'elle. Elle pensait que elle ne pouvait rien y faire, qu'il n'y avait pas forcément de mystère derrière tout ça. Et puis quand elle va tomber sur ce petit mot de cette amie, euh, quand elle était vraiment enfant, elle va se dire mais en fait c'est pas normal, c'est qu'il s'est passé vraiment quelque chose d'important, de cataclysmique, et c'est peut-être cet événement-là en fait qui fait que ma mémoire me fait défaut. Alors en tant que neuropsychologue, clairement, le rôle de la mémoire au niveau émotionnel et voilà, toutes les conséquences que peuvent avoir un événement traumatique sur la mémoire, eh bien ça m'intéresse énormément. Et dans ce roman-là, Vanessa Caffin maîtrise son sujet à la perfection. Clairement, tout est parfait. C'est un thriller psy parfait, voilà, je vais le redire. Je l'ai beaucoup conseillé. À chaque fois, les retours ont été très positifs. Je l'ai aussi beaucoup prêté. À chaque fois, ça a été un coup de cœur. Ce qui revient, en fait, c'est qu'on ne s'y attend pas. Le seul, alors bémol pour moi, ça n'en est pas un, mais il y a pas mal de personnes qui sont venues me voir sur Instagram quand j'ai posté ma chronique sur ce roman en me disant « Je ne suis pas sûre d'avoir compris la fin ». Et du coup, en parlant avec les personnes concernées, elles ont été super étonnées en fait de moi, mon interprétation de la fin. Et en fait, j'en ai énormément parlé avec l'autrice, et l'interprétation que j'ai faite de la fin est celle que voulait nous donner, enfin, que l'autrice voulait donner accès au lecteur. Je ne sais pas si ma phrase est française. Mais quelle que soit en fait l'interprétation que vous avez de la fin, ça fonctionne. Donc voilà, si vous l'offrez ou si vous le lisez suite à ce petit passage-là de ma vidéo, n'hésitez pas à venir m'en parler. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, clairement, c'est le genre de thriller psychologique que j'aimerais moi-même savoir écrire parce que c'est brillant. Ensuite, je suis en train de regarder parce que j'en mets un peu partout. Je vais vous parler de celui-ci qui est, je pense, classé en librairie dans les thrillers. Oui, c'est marqué thriller, mais qui est pour moi plutôt un roman noir parce que c'est du thriller, mais pas que. Alors, je l'ai lu il y a au moins 5 ans, je pense. Il date de 2015. Ouais, peut-être 5 ans, voire plus. Alors, je sais pas si vous allez le voir, mais il est bien abîmé. Parce que c'est l'un des seuls romans que j'ai accepté de prêter maintes et maintes fois en me disant « Manon, détends-toi, c'est pas grave, si ton livre revient abîmé, c'est qu'il vit. » Et pour que j'en arrive à ce passage-là, c'est que quand même, je l'ai beaucoup aimé ce livre. Alors, Henri Lovenbruck, il est connu pour beaucoup de ses romans parce que je pense qu'il touche un peu à tous les genres. J'ai en tête Le Loup des Cordeliers, il me semble que c'est de l'historique. Il me semble aussi qu'il fait du fantasy fantastique, du young adulte, il me semble aussi. Bref, il touche un peu à tous les genres et je n'ai lu que celui-ci de l'auteur et je pense que c'est le seul que je lirai parce que j'ai tellement peur après d'être déçue. Alors, ce roman, je pense qu'il n'aurait pas forcément dû croiser ma route, c'est simplement que Virginie Grimaldi l'avait conseillé comme roman à s'offrir ou à offrir pour Noël. Et eh bien, j'aime tellement Virginie Grimaldi que quand elle dit de faire quelque chose, je le fais. Non, je ne suis pas un mouton, mais voilà, quand elle fait une recommandation littéraire, je la suis de manière générale, à part quand voilà, c'est pour son groupe d'amis ou autre. Je ne dis pas qu'elle n'est pas objective, mais là, je me fais plus confiance parce que c'est un genre que je connais. Là, pour le coup, c'est un auteur que je ne connaissais pas du tout et je me suis dit, allez, banco, vas-y, demande-le pour ton anniversaire. C'est mon conjoint qui me l'avait offert. Mais voilà, il y a quand même quelques années. Je voulais le résumer et après, je vous explique un petit peu pourquoi je vous le recommande. Providence, le grand nulle part.
La bande d'Hugo, dit Bohème, s'englue dans un avenir opaque. Pour s'en affranchir, vivants et libres, ces rêveurs intrépides entreprennent une traversée du pays qui n'épargnera rien ni personne, guidant leur devoir d'insoumission, 3 valeurs tutélaires, loyauté, honneur et respect. Sur la route, Bohème et les siens feront l'expérience de la vie splendide et décadente. À la fin du voyage, au bout de l'initiation, un horizon, la liberté. Jusqu'où iriez-vous par amour de la liberté? Voilà, c'est une quête de liberté de jeunes adolescents un petit peu marginaux. C'est un roman, clairement, si j'avais su ce qu'il y avait dedans, je ne l'aurais jamais lu parce que c'est un petit peu sexe, drogue, rock'n'roll, univers de motard, bref, un truc vraiment qui ne me correspond pas du tout. Est-ce que vous m'imaginez sur une moto en train de fumer un pétard et en train de boire de l'alcool? Peut-être, je ne sais pas. Non, c'est pas moi ça, mais bref, je divague. Si on m'avait dit effectivement qu'il était question de tout ça dans le roman, clairement, je ne l'aurais pas lu. Et pourtant, ce roman, c'est un coup de cœur. Je me souviens encore vraiment, vraiment de la dernière ligne que j'ai lue de ce roman, de où j'étais. Enfin, vraiment, j'étais en pleine nuit dans mon lit, je ne savais pas le lâcher. Et quand j'ai lu la dernière ligne, j'ai pleuré pendant très longtemps avant de m'endormir. C'était très, très difficile de fermer ce roman. Alors oui, on est dans un univers très, très dark, très dans l'addiction, voilà, dans quelque chose d'assez toxique, mais ce qui en ressort, c'est tellement plus. On est vraiment sur une quête de liberté, on est sur des personnes marginales, on est sur des amitiés qu'on pense infaillibles, c'est un peu à la vie, à la mort. Ils vont tous parfois s'enrôler dans quelque chose de plus en plus extrême, par soutien de l'autre, par souci de loyauté, enfin voilà. Et je peux pas vous en dire plus. Je peux pas vous en dire plus parce que je vous spoilerai, mais il y a tellement de choses dans ce roman et vraiment, 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 les dernières lignes sont, je pense, les lignes les plus émouvantes que j'ai pu lire dans ma vie de lectrice en dehors de ce que j'ai pu lire de romans contemporains. Je m'explique, dans les romans contemporains, c'est plus la projection que moi je fais de mon vécu qui va m'émouvoir. Je vais vous parler par exemple de Et que ne durent que les moments doux qui traite de la prématurité. C'est un sujet qui m'émeut, donc je projette mon vécu dans ce que je lis et donc voilà, ça m'émeut parce que je revois certains événements de ma vie, etc. Donc c'est des scènes du quotidien. Là, dans ce roman-là, on est vraiment sur un roman noir, un thriller. Il n'y a pas de projection possible parce que clairement, c'est pas du tout mon univers. C'est pas un univers que je connais du tout. Et pour autant, je peux vous dire que j'ai pleuré, pleuré, pleuré avec ce roman. Voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire. Il fait quasiment 500 pages. Et là, quand je vous le présente, j'ai envie de le relire. Je ne relis jamais un roman. J'ai jamais relu un roman parce que je me dis qu'on n'a déjà pas assez de toute une vie pour lire tout ce qu'on a envie de lire. Et pourtant, ce roman-là, je pense qu'un jour, je le relirai. Voilà. Je pense qu'au niveau polar thriller, j'ai fait le tour. On va maintenant passer au Cozy Murder. Alors, si vous me suivez sur la chaîne, vous savez que ma saga chouchou, c'est Les Détectives du Yorkshire de Julia Chapman. Donc le premier tome, c'est celui-ci, Rendez-vous avec le crime. Je pense que c'est le 8e tome là qui paraît ce mois-ci. Donc voilà, c'est une saga qui est quand même déjà bien avancée. C'est peut-être pas évident de l'offrir à Noël, mais je ne me voyais pas ne pas vous la présenter. Sachant que vraiment, c'est ma saga préférée de Cozy Mystery de tous les temps. Pour moi, tous les ingrédients sont réunis pour passer un bon moment de lecture. Je vous lis le résumé. Quand Samson O'Brien débarque sur sa moto rouge à Bruncliffe, dans le Yorkshire, pour y ouvrir son agence de détective privé, la plupart des habitants voient son arrivée d'un très mauvais œil. De son côté, Delilah Metcalf, génie de l'informatique au caractère bien trempé, tente de sauver de la faillite son site de rencontres amoureuses. Pour cela, elle décide de louer le rez-de-chaussée de ses locaux. Quelle n'est pas sa surprise quand son nouveau locataire se révèle être Samson et qu'elle découvre que son entreprise porte les mêmes initiales que la sienne. Les choses prennent un tour inattendu lorsque Samson met au jour une série de morts suspectes dont la piste le mène tout droit à l'agence de rencontre de Delilah. Voilà, alors, je dirais que les points forts de cette saga, parce que je ne vais pas vous en parler trop non plus, les points forts de cette saga, c'est les personnages principaux, donc Samson et Delilah. Samson, il est en fait à la base de Bruncliffe.
Il est parti, alors je sais plus si c'est à Londres, pour le travail. Il est flic là-bas et il revient un peu la queue entre les pattes parce qu'il s'est passé quelque chose de pas terrible au niveau du boulot. On ne sait pas trop pourquoi, mais il est mis à pied. Et donc il revient à Bruncliffe, sauf qu'il a un passif avec les villageois de Bruncliffe, dont son père. Il est parti vraiment après un gros conflit. Et donc du coup, clairement, son retour n'est clairement pas vu d'un très bon œil. Et Bruncliffe, il faut l'imaginer comme un tout petit village où tout se sait, où la meilleure des radios est la radio Cancan, où tout le monde se protège les uns les autres. Enfin, voilà, il y a vraiment une espèce de communauté là à Bruncliffe qui fait que le retour de Samson n'est pas très bien vu. Et puis Delilah Metcalf, c'est la sœur c'est la fille, pardon, d'une famille où il n'y a que des hommes. Je crois qu'elle a 2 ou 3 frères. C'est la seule fille de la famille, donc c'est celle qui est protégée un petit peu par sa famille, mais aussi par tout le village. Et le fait que les deux se retrouvent, voilà, ça plaît pas trop, encore une fois, aux habitants et à la famille. Donc le binôme là est vraiment un point fort. Il y a aussi le chien de Delilah, alors je sais plus là comment il s'appelle, j'ai un petit trou. Mais le chien de Delilah est également un personnage à part entière. Et voilà, pour moi, c'est les personnages principaux qui sont vraiment le point positif, la valeur ajoutée, et également l'environnement, le fait que ce soit un petit village. Alors, il faut vraiment le voir, presque un petit village écossais en fait, hein, où il pleut, où c'est très verdoyant, où il y a des moutons, et les moutons, enfin les animaux de manière générale, peuvent faire partie aussi des personnages secondaires très importants, puisque parfois on va mener les enquêtes, pas forcément toujours sur un meurtre, mais sur la disparition d'animaux, etc. Et c'est aussi ça que j'aime beaucoup dans cette saga, c'est que d'un tome à un autre, il n'y a pas de schéma répétitif. On va parfois avoir une grosse enquête d'un crime, d'un meurtre, et ça va nous prendre tout le tome. Parfois, ça va être des enquêtes plus secondaires, avec par exemple des disparitions d'animaux, de la maltraitance de certains animaux. Alors vous savez que pour les éleveurs, bah, voilà, comment dire, c'est catastrophique quoi, si les moutons ne sont pas là, etc. Et donc du coup, dans ces tomes-là où on est plutôt sur des enquêtes secondaires, et bien c'est plutôt la vie personnelle des personnages principaux qui va être mise en avant, et du coup on va avancer sur la relation des différents personnages principaux. Bref, vous l'aurez compris, on n'a pas de quoi s'ennuyer à Bruncliffe, et voilà, c'est une saga de Cozy Murder que je recommande vraiment. Il me semble qu'elle est maintenant disponible, si je dis pas de bêtises, en format poche, mais j'ai un doute. Je sais qu'elle est en format collector, où en fait ils sont regroupés par 2 tomes, mais il me semble bien avoir vu passer une version poche. Pas sûre, voilà, si en tout cas cette saga vous intéresse, eh bien je vous invite à aller vous renseigner. Encore en Cozy Murder, alors je vous conseille une autre saga parce que, comme je vous l'ai dit, les détectives du Yorkshire, on est déjà au tome 8. Et voilà, c'est peut-être délicat d'offrir une saga si avancée pour Noël. Sinon, vous avez le club des amateurs de romans policiers de C.A. Larmer, où en fait là pour l'instant on est à 2 tomes. Le 3e tome va sortir en avril 2024, donc voilà, ça laisse un petit peu le temps de se mettre à jour. Alors là on est vraiment sur, je ne vais pas forcément vous lire le résumé, en fait on va suivre principalement Alicia Finlay, qui est une amatrice de romans policiers et qui a envie de créer un club en fait de lecteurs. Donc elle va mettre dans le journal une petite annonce en disant bah voilà, j'ai envie de créer un club de lecture, si vous êtes amateur d'Agatha Christie et de tous ses acolytes, n'hésitez pas à répondre à cette annonce, et va se créer du coup un club de lecture d'amateurs de romans policiers. Et dans le 1er tome en fait il y a une disparition inquiétante. Je ne peux pas vous en dire plus, mais eh bien ces membres du club vont vouloir enquêter, puisque qui de mieux placé que des amateurs de romans policiers pour enquêter, et ça va donner quelque chose d'assez loufoque. Il y a beaucoup de références à Agatha Christie. Ça peut spoiler si vous n'avez pas lu les romans du coup auxquels font référence les tomes. Donc
Voilà, ils étaient 7, bah, en fait, ils étaient 10, donc anciennement intitulés Les 10 petits nègres. Le crime du SS Orient, c'est l'Orient Express. J'allais dire Mort sur le Nil, mais je ne sais plus, je suis plus sûre. Bref, à un moment donné, ça peut spoiler les Agatha Christie enfin, classiques de base, de référence. Donc voilà, si vous avez peur d'être spoilé, je vous le conseille pas forcément, mais si vous n'avez pas forcément envie de lire les œuvres de la Reine du Crime, ou si vous les avez déjà lues, eh bien cette saga peut vraiment vous plaire. Dans le premier tome, il y a vraiment l'importance de cette construction de club de lecture, et donc du coup on fait beaucoup référence à l'univers de la lecture, et donc j'ai trouvé ça vachement sympa, en sachant que dans les membres du club, il y a une bibliothécaire, et chaque personnage est un petit peu, alors pas caricatural, mais voilà, assez, ouais, quand même charismatique, assez atypique, et voilà, ça rajoute un petit côté décalé. Ensuite, je vais vous proposer 2 Cozy Murder, mais dans le thème de Noël. Je me suis dit que ça pouvait être sympa aussi d'offrir vraiment un livre bah, dans le thème, de Noël. Là, je suis en train de lire Retour à Sainte-Marie-Île, Cozy Christmas Mystery de Karen Pitoki. Attention, c'est un tome 1, donc c'est le début d'une saga. Bon, j'en suis page 130 sur 325 pages, donc je ne l'ai pas fini, mais on va quand même droit vers le coup de cœur, et les retours sont vraiment dithyrambiques sur ce tome. Bon, après, Karen Pitoki, je vous en reparlerai, mais elle est connue pour sa saga historique Les rêves de nos mères, donc sa plume n'est plus, comment dire, n'a plus à faire ses preuves, mais voilà, là elle est dans un nouveau genre, on la connaît enfin, pour les romans historiques. Là on est sur du cozy murder, et bien bravo Karine pour ce que tu es en train de faire, parce que quel que soit le genre, tu nous emportes, donc voilà. Donc là on va suivre en fait Joanne Brown, qui est scénariste, qui est vraiment connue par toute l'Angleterre. Et bien du jour au lendemain, elle va apprendre en fait que son mari, enfin que son compagnon pardon, la trompe, sauf que eh bien son compagnon, ce n'est autre que son collègue de travail, pour qui elle écrit en fait la série. Et donc du coup, elle va vraiment se barrer en se disant c'est bon, j'en ai marre. En plus, son comptable a fait des placements financiers complètement douteux avec son argent, donc elle est complètement fauchée. Et ça tombe bien, entre guillemets, sa tante Gladys vient de mourir, et donc elle hérite en fait du petit cottage dont elle était propriétaire. Et donc elle va vraiment vivre un petit peu reclus dans ce cottage en disant bah voilà, je veux plus voir les paparazzis, je veux plus de cette vie où on est toujours en train de me mitrailler. Là j'ai vraiment besoin de refaire le point, sauf que c'était sans compter le fait que son frère va lui envoyer son neveu, donc le fils de son frère, qui est un ado, hein, il a 14 ans, donc il s'appelle Alex. Et il y a aussi son ancienne adjointe, son ancienne secrétaire qui va débarquer, qui est complètement loufoque. Et à cela, eh bien, va s'ajouter bien évidemment les cancans du village, puisque ses voisines d'en face sont des sœurs assez âgées, qui aiment bien faire leur commère à la vitre, et dès qu'elle arrive, bah, il la capte, et du coup voilà, les potins vont bon train dès son arrivée. Et les personnages sont complètement décadents. Moi j'adore vraiment, depuis le début j'adore, tout est bien timé. Les personnages sont top, l'environnement est génial, les personnages secondaires aussi sont très 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 bien travaillés. Pour moi, pour l'instant, ce Cozy Murder, il condense vraiment toutes les clés pour un bon Cozy Mystery. Donc l'environnement, le petit village, l'humour, les personnages principaux, l'enquête et comment ça arrivé. Alors je peux pas vous dire pourquoi il y a une enquête, quoique c'est quand même dit un petit peu dans la 4e de couverture. C'est marqué que des vieilles dames décèdent les unes après les autres. Voilà. Mais je peux pas vous dire qui sont ces vieilles dames. Toujours est-il que le mystère commence à bien planer, que Joanne a envie d'enquêter, et elle va en fait pour ça comment dire, s'accompagner d'Alex, non pas d'Alex, de Laurie, pardon, qui est un ancien ami, qui est son ancien meilleur ami. On ne sait pas pourquoi, ils sont un petit peu brouillés. En tout cas, ça fait plusieurs années qu'ils ne se sont pas vus, et donc quand elle revient au cottage de sa tante, elle retrouve Laurie, qui est entre-temps devenu pasteur. Et ben voilà, il y a un binôme, encore une fois, qui va être
un binôme d'enquêteurs qui va être assez décalé. Et ça se passe à la période de fête de fin d'année, donc de Noël. On le voit bien sur la couverture, je pense que clairement, voilà, la couverture met bien dans l'ambiance. Voilà, moi clairement j'adore, je rigole beaucoup. Ouais, il y a beaucoup d'humour dans ce tome-là. Et enfin, en Cozy Murder noëlesque, on va dire, je vous conseille Meurtre sur le Christmas Express d'Alexandra Benedict. Ici, donc on fait encore référence quand même à Agatha Christie dans ce roman-là. C'est un one-shot, donc voilà. J'aime bien vous dire encore une fois si c'est une saga, si c'est un one-shot, parce que je vous présente quand même pas mal de sagas, j'ai l'impression. Et ici, on est clairement dans un huis clos, puisqu'on va être dans un train couchette à destination des Highlands, la veille de Noël. 18 passagers, donc je pense qu'on ne peut pas faire mieux en termes d'ambiance de Noël. Mais au beau milieu de la nuit, le convoi déraille et les festivités des voyageurs tombent à l'eau. Alors que le train est coincé sous une tempête de neige au milieu de nulle part, un mystérieux tueur parcourt ses wagons. Ceux qui s'endorment pourraient bien ne jamais se réveiller. Parmi les voyageurs se trouve Rose, une ancienne inspectrice s'apprêtant à rejoindre sa fille sur le point d'accoucher 6 semaines avant le terme. Rose parviendra-t-elle à arrêter le meurtrier? Donc on est vraiment dans un huis clos, vous l'aurez compris, puisqu'on est dans un train couchette qui est enseveli sous la neige. Et bien, il va y avoir des meurtres. Alors ce roman, pour moi, il est en deux parties. La première partie, on est vraiment sur quelque chose d'un peu lent, où on va vraiment présenter l'ensemble des personnages. Il y a quand même 18 passagers à présenter. C'est très très bien fait, on ne s'y perd pas, mais c'est vrai que ça prend un certain temps. Et puis va arriver un événement particulier, vous l'aurez compris, il y aura un meurtre. Et à partir de là, voilà, la seconde est enclenchée et ça ne s'arrête pas. L'enquête est très très bien menée. L'ambiance est vraiment oppressante. Moi, j'ai clairement adoré. On a dû lire 5 ou 6 romans de Noël pour Charleston en plein mois d'août. C'est le seul roman que j'ai vraiment apprécié. Donc, pour vous dire que je ne suis pas un roman de Noël de base, mais là, le fait que ce ne soit pas une romance, le fait que ce soit un cozy murder, pour moi, ça l'a complètement fait. Attention, par contre, trigger warning, c'est que à travers le personnage de Rose, donc, qui est une ancienne inspectrice qui va vouloir là enquêter, résoudre l'affaire avant que le train ne redémarre, à travers l'histoire de Rose, on va aborder certains sujets assez délicats et j'aurais aimé en fait le savoir avant de commencer ma lecture. C'est pas spécifié dans le roman, mais on va aborder le sujet de violence sexuelle, violence physique, harcèlement. Et ça peut paraître parfois un petit peu pesant, venir un petit peu trop fréquemment. Et voilà, c'est un sujet qui est pour moi un peu trop développé dans ce roman-là, mais quand même je vous le conseille si vous avez envie d'offrir un cozy murder dans l'esprit de Noël. Je pense que j'ai clôturé là tout ce que je voulais vous présenter en termes de policier, thriller, cozy murder. On va donc passer au roman contemporain. Alors encore une fois, ce n'est pas du tout dans l'ordre de mes préférences, c'est juste que là j'ai fait un tas de romans contemporains que j'ai aimé lire et je vous les présente au fur et à mesure que ça m'arrive sous la main. Un de mes coups de cœur de 2023, c'est Billy Pretty a disparu de Sophia Straby. Alors Sophia Straby, c'est une autrice que j'aime énormément, que je suis sur les réseaux sociaux et clairement qui m'égaye très très fréquemment mes journées à travers son humour et la description de son quotidien et des situations rocambolesques qu'elle rencontre. Mais ici, on n'est pas dans un roman humoristique, on n'est pas dans du feel good. On va suivre en fait Billy Pretty. Billy, en fait, elle est élevée par son grand-père. On ne sait pas trop pourquoi sa mère n'est pas là. En tout cas, au début, c'est pas trop le sujet. On sait simplement qu'elle est élevée par son grand-père dans une petite ville de province. Son grand-père s'appelle Marcel et chaque centime compte. Il faut faire attention aux dépenses du quotidien. Et c'est un quotidien, comment dire, bien rythmé, bien routinier, auquel fait face Billy, jusqu'au jour où elle va rencontrer en fait Maxime qui vient rendre visite à sa tante qui habite dans le même immeuble que son grand-père, le grand-père de Billy. Et à partir de là va naître une magnifique relation d'amour, d'amitié, de confiance. C'est quelque chose de très très beau qui va lier ces deux enfants.
Le seul hic, c'est que Maxime n'habite pas du tout dans cette petite province et voilà, il se voit de manière très sporadique au cours de l'année. Il y a des années où Maxime ne vient pas et où il faut que Billy compose avec ça. C'est l'histoire de deux personnes qui vont grandir, qui vont évoluer chacune de leur côté et qui vont s'aimer mais pas en même temps, malheureusement. Mais ils vont toujours être là l'un pour l'autre, pour sauver l'autre. Alors souvent c'est Maxime qui va sauver Billy, Billy qui va découvrir ses démons au fur et à mesure de son évolution. Ce roman, j'aurais pu surligner quasiment chaque ligne qu'a écrit Sophie Astrabi, tellement c'est beau, tellement c'est bien écrit, tellement ça fait sens quand on lit. Ça parle de la vie, ça parle de l'amour, ça parle de la mort, ça parle de la maternité, ça parle d'apprentissage d'enfant qui devient grand, ça parle de prise de conscience que nos rêves parfois ne peuvent pas s'accomplir. Ça parle aussi du contrôle aussi qu'on peut avoir sur certains éléments. Ça parle de la confiance en soi, ça parle d'une petite fille qui a envie d'être entendue. Et dès le début de la lecture, on souhaite à Billy qu'elle soit entendue un jour ou l'autre. Je ne peux pas vous dire si elle le sera, mais vous verrez à la fin. Pour moi, encore une fois, ça a été une lecture sans faute. Je le recommande parce que, et je vous le recommande à vous si vous ne l'avez pas lu. Clairement, c'est un de mes coups de cœur de 2023. Sophie Astrabi, elle a quelque chose dans sa plume de très sensible. Derrière l'humour qu'elle peut montrer au quotidien, je pense qu'il y a, voilà, il y a une femme ouais, très sensible et très poétique, très clairvoyante sur la vie. Il y a par exemple, il y a une phrase sur la mort dans ce livre que j'ai du mal à oublier. Je ne vais pas là vous la citer, mais voilà, il y a plusieurs phrases comme ça que j'ai vraiment en tête et clairement j'aurais pu surligner des passages entiers, j'aurais peut-être même pu surligner tout le livre, tellement c'est bien écrit, tellement c'est beau. C'est pas toujours évident à lire, mais c'est la vraie vie pour le coup. Voilà, je ne peux que vous recommander de lire ou d'offrir Billy Pretty a disparu aux éditions Flammarion. Alors c'est un livre qui est sorti cette année, donc pour le coup vous ne le trouverez pas en format poche. Ensuite, je vous conseille Le magasin des jouets cassés de Julien Rampin. C'est son deuxième roman puisque le premier c'est Grandir un peu, le dernier puisqu'il en a écrit 3 c'est La chanteuse de bal. Pour moi, mon préféré c'est celui-ci. Je vous lis le résumé. Un immeuble parisien comme beaucoup d'autres avec son ascenseur étroit, ses balcons minuscules et sa cour où se croisent les habitants. C'est l'endroit que Lola a choisi pour prendre un nouveau départ après son divorce avec son fils de 6 ans Léon. Ici vit Martine, dont l'appartement au rez-de-chaussée lui permet d'assouvir sa curiosité en épiant la vie des autres, mais aussi Paul-Henri, un vieux monsieur à l'éternel nœud papillon, qui partage sa passion pour la littérature avec ses voisins et ses abonnés sur les réseaux sociaux. En apprenant à les connaître, Lola va malgré elle faire voler en éclats des décennies de secrets et de mensonges qui pourraient bien changer sa propre vie. Voilà, vous l'aurez compris, c'est encore une fois une histoire du quotidien avec des personnages qui pourraient parfois sembler banals en fait de prime abord, mais qui vont vous conter une histoire. Vraiment, chacun a un message à délivrer. C'est souvent des messages de tolérance, alors on va avoir du lien transgénérationnel, on va avoir aussi la prise de conscience que si une personne est acariâtre associable, eh bien c'est peut-être qu'elle a des blessures qu'elle n'a pas pris le temps de résoudre. Chacun a un passé et le passé de l'un peut-être aider l'autre. On va parler de bienveillance, on va parler d'acceptation de soi, d'acceptation de l'autre, d'acceptation des différences. C'est un roman qui délivre beaucoup de messages. Il y a des personnages qui vont vous faire rire au départ, comme Martine, je crois que c'est Martine Pichot qui épie tout derrière son petit œil là, de Judas sur sa porte. Mais pourquoi elle fait ça vous l'apprendrez si vous lisez ce roman. Il est sorti en poche, je pense que je vous l'ai déjà dit. Julien Rampin, il est c'est un homme, je trouve, qui a une très belle sensibilité et qui peut remettre à plat certaines choses. Donc je ne peux que vous conseiller de le lire ou de l'offrir, vous l'aurez compris. Ensuite, ce livre-là, je l'ai lu il y a très longtemps, mais j'en garde encore un vif souvenir. C'est Juste avant le bonheur d'Agnès Ledig.
On va suivre en fait Julie qui est caissière et qui n'attend plus rien du tout de la vie. Elle élève son petit garçon Lulu seule. Clairement, le quotidien est difficile et voilà, les jours se ressemblent, un jour après l'autre. Elle vit sa petite vie de mère célibataire et qui galère, hein, clairement. Et un jour, en fait, il y a un homme, un de ses clients, qui va lui proposer de venir en fait dans sa maison au bord de mer en Bretagne. Et au début, Julie, elle va se dire, mais c'est un peu étrange. C'est un vieux monsieur, hein, clairement, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais c'est un client qui est fidèle, qui voit que Julie ne va pas bien et il a envie de l'aider et il lui propose voilà, de s'évader un petit peu en Bretagne chez lui. Elle va finir par accepter pour que Lulu ait la chance un jour de voir la mer. Et à partir de là, va commencer quelque chose d'assez déroutant. Alors effectivement, on va parler de liens, encore une fois, vous l'aurez compris, quand il s'agit d'humains, ça me touche beaucoup, mais il va se passer un événement dans ce livre-là qui va faire vraiment basculer votre lecture. J'ai pas envie de vous en dire plus, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'émotion va être au rendez-vous et que ce livre-là, je pense qu'il faut le lire au bon moment. C'est un livre qui est vraiment poignant et je n'ai pas encore oublié l'histoire de Julie alors que ça fait très longtemps que je l'ai lu. Et pour moi, c'est mon préféré de l'autrice Agnès Lédig, pardon. Je suis en train de penser à Agnès Martin-Lugan, mais c'est mon préféré d'Agnès Lédig. En parlant d'Agnès Martin-Lugan, je ne l'ai pas là parce que je l'ai prêté. J'ai beaucoup aimé la duologie Les gens heureux. Lisent et boivent du café, je crois. Et le deuxième, je ne sais plus ce que c'est, mais c'est une duologie. Vous retrouverez rapidement l'information si vous faites la recherche. Je ne vais pas là vous en parler parce que j'ai déjà tellement de livres à vous présenter, mais voilà, si vous aimez un petit peu tout ce qui est Virginie Grimaldi, Agnès Lédig, vous pouvez aussi aimer la plume d'Agnès Martin-Lugan, à savoir que cette autrice à la base est psychologue, donc ça peut vous donner un aperçu encore une fois de la profondeur avec laquelle elle va venir détailler les profils psychologiques de ces personnages et les événements qu'ils vont vivre. Dans la même veine un petit peu, j'ai envie de vous conseiller Désenchantée de Marie Vareille. Alors, est-ce qu'il faut encore présenter Marie Vareille? Je ne pense pas. J'ai lu quasiment tous les romans de l'autrice dans le genre contemporain et vraiment, à chaque fois c'est banco, c'est pour moi une valeur sûre. J'ai d'ailleurs sorti celui-ci parce que j'avais peur d'une panne de lecture après avoir lu tous les romans de Noël de chez Charleston en plein mois d'août. J'avais du mal à redémarrer sur quelque chose de personnel et de positif qui me donne envie de continuer, de poursuivre mon activité de lecture. Et donc j'ai sorti Désenchantée. Et clairement j'ai bien fait puisque ce livre a été un coup de cœur. On est ici dans les années 90. Sarah Leroy, 15 ans, disparaît. Ça a bouleversé vraiment tout le petit village des Hauts-de-France. Donc c'est Bouville-sur-Mer et tout le monde y va de son hypothèse sur la disparition de Sarah Leroy, sauf qu'en fait, le mystère n'a jamais été résolu. Aucun corps n'a été retrouvé. On ne sait pas ce qu'est devenue cette adolescente. Et 20 ans plus tard, il y a Fanny qui revient sur les lieux de ce drame qui a marqué sa jeunesse et c'est tout un passé qui ressurgit. Car l'histoire de Sarah Leroy, c'est aussi un peu la sienne. Alors, en fait, Sarah et Fanny sont liées, mais je ne peux pas vous dire comment. Tout ce que je peux vous dire, c'est que à travers l'enquête journalistique de Fanny, on va vraiment retourner en fait dans les années 90, au moment en fait de la disparition de Sarah, et on va retracer en fait tout ce qui a mené à cette disparition. C'est des genres qui sont entremêlés en fait dans ce roman-là. Je le mets dans roman contemporain, mais il y a aussi un petit peu du thriller. Il y a quelque chose de très très psychologique dans l'écriture. C'est un roman à suspense aussi, je trouve. Et Marie Vareille, elle a cette capacité à vous retourner la tête, à vous proposer parfois des twists que vous n'attendez pas au moment où vous ne les attendez pas. C'est assez remarquable. Et on est en plein dedans dans celui-ci. Alors, il est ici surtout question d'une amitié. Une amitié qui est merveilleuse. On va aussi être vraiment dans l'univers des années 90 avec les tubes qui font référence, avec les tenues, avec les booms, avec les soirées entre copines, enfin vraiment même les sucreries, etc., les slows.
Tout fait référence aux années 90 et étant née en 91, pour moi c'était un pur bonheur de me replonger dans, dans cette période, j'allais dire cette période historique, mais non, abuse pas quand même. Mais voilà, dans cette période des années 90 et voilà, c'est vraiment un roman d'amitié, c'est aussi un roman d'apprentissage. Il y a aussi un petit peu question du lien mère-fille. Il y a tellement de choses qui sont abordées euh, que je pourrais vous en parler très longtemps, mais en fait, si je vous en parle trop, vous allez être spoilé et c'est pas le but. Mais voilà, je ne peux que vous conseiller ce roman que j'ai déjà pas mal prêté aussi. Et à chaque fois, les retours sont très très élogieux sur l'impression de lecture. Ensuite, est-ce que vraiment je pouvais faire une vidéo sans vous parler des romans de mon autrice préférée, Virginie Grimaldi? Alors, je ne vais pas vous parler de manière détaillée de chaque roman, parce que sinon, on y est encore demain. Je vous montre juste mes 3 romans préférés et je vous explique pourquoi ce sont mes romans préférés. Mon roman préféré de Virginie Grimaldi, c'est « Et que ne durent que les moments doux », puisque ça traite de manière générale de la parentalité, de la maternité et plus précisément de la prématurité. C'est un sujet qui me touche particulièrement et c'est tellement bien écrit. Voilà, c'est du Virginie Grimaldi et je pense que juste dire c'est du Virginie Grimaldi, ça suffit. Je pense que ça enclenche énormément de mots-clés là dans vos têtes et de valeurs humaines qu'elle déploie à chacun de ses écrits. Donc si vous êtes sur un roman où vous avez envie qu'on parle de maternité, de prématurité, celui-ci, ça sera sans faute. Si vous avez plutôt envie de partir dans les années 90 sur 2 sœurs qui se retrouvent suite au décès de leur grand-mère, 2 sœurs que tout oppose un petit peu aujourd'hui et qui ont pourtant été très très longtemps fusionnelles, eh bien je vous conseille Une belle vie qui est sortie cette année, donc qui n'est disponible qu'en format broché. C'est un roman, encore une fois, mais ça c'est Virginie Grimaldi de manière générale, on se projette dans l'histoire de ces personnages alors même qu'on n'est pas concerné. Exemple, je suis fille unique et pourtant je me suis complètement projetée dans ce roman-là qui parle quand même d'une relation entre 2 sœurs principalement. Donc voilà, il y a un décalage entre mon quotidien et le leur, et pour autant, parfois j'ai l'impression qu'elle parlait de moi, qu'elle parlait de mon vécu d'enfant surtout, et voilà, ça aborde encore une fois des thèmes généraux, des thèmes de la vie quotidienne. Alors quand je dis les thèmes de la vie quotidienne, ça fait pas rêver, hein. Et pourtant, quand je vous dis ça, c'est quelque chose de très positif, c'est que en fait, c'est des situations qui peuvent paraître banales à la base, mais qui sont d'une profondeur telle qu'elles valent le coup en fait d'être lues. Voilà ce que je peux vous en dire. J'ai pas envie de vous en dire plus. On est au Pays Basque, on est en été. Voilà, 2 sœurs qu'aujourd'hui tout oppose et qui pourtant étaient fusionnelles avant. L'une a beaucoup protégé l'autre pour des raisons diverses et variées. Voilà, ça peut vous plaire. Si vous avez envie d'offrir un Virginie Grimaldi qui fait voyager, eh bien je vous conseille Et que ne dure... Il est grand temps pardon, de rallumer les étoiles, et que ne dure que les moments doux, c'est le premier que je vous ai présenté. Il est grand temps de rallumer les étoiles, eh bien ça va parler d'Anna, 37 ans, qui clairement croule sous le boulot. Elle est mère célibataire. Ses 2 filles n'en peuvent plus parce qu'elles ne reconnaissent plus leur mère, elles n'ont plus de lien avec elle. Et donc du jour au lendemain, elle va prendre un van et partir dans les pays scandinaves. Il me semble que c'est en Islande, si je ne dis pas de bêtises. Et donc elle va être accompagnée de Chloé, 17 ans, qui est vraiment en recherche d'affection, et de Lily, 12 ans, qui, elle, a un humour complètement décadent, qui est complètement décalé, qui fait des jeux de mots, mais à mourir de rire. Et en fait, ouais, c'est en Scandinavie, pardon. Et donc, elles vont toutes les 3 se retrouver au bord de ce van, avec un paysage à couper le souffle. Et elles vont vraiment enclencher un processus d'introspection et les langues vont se délier, elles vont pouvoir beaucoup discuter, elles vont pouvoir expliquer ce que chacune reproche à l'autre pour construire des liens beaucoup plus sains et beaucoup plus solides, beaucoup plus pérennes. Et c'est beau, c'est très très beau à lire. Voilà mon top 3 de Virginie Grimaldi. Donc en fonction du thème que vous avez envie d'aborder, de faire connaître à votre proche, l'un des 3 peut vous convenir. Ensuite, est-ce que ça serait des recommandations de Noël sans parler
d'Anna McPartlin ou Anna McPartlin, ça dépend comment vous le prononcez. Alors je vous montre là cette duologie-là parce que c'est la seule que j'ai lue de l'autrice. Mais je crois que c'est le roman que j'ai le plus offert, le plus recommandé, et où les retours ont toujours été très 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 positifs. Ça a été soit une magnifique lecture, soit un coup de cœur. Attention par contre au thème qui va être abordé. Les derniers jours de Rabbit Eyes, ben, vous vous doutez bien qu'on est sur la fin de vie. Et là, vous vous dites, non mais sérieux, enfin, meuf, on peut pas offrir, décemment pas offrir un livre qui parle de la fin de vie, qui parle de la mort. Eh bien, j'ai envie de vous dire que si. Il y a de sujets tabous que si vous en faites un sujet tabou, et ça dépend aussi à qui vous l'offrez. Et surtout, ce livre, certes, traite de la mort, de la mort imminente d'une jeune mère d'une trentaine d'années, qui va laisser derrière elle une orpheline de 12 ans. Donc là, vous vous dites, bah super, on plombe l'ambiance au repas de famille, à la fête de Noël. Mais ce roman, en fait, avant de traiter de la mort, il parle de la vie, de celle où il y a un panel d'émotions qui va vous submerger, qui va vous traverser. On va parler d'amour, on va parler de Mia, donc qui est surnommée Rabbit et qui va décéder. On va en fait parler de Mia et de son enfance, du fait qu'elle ait été groupie d'un groupe de rock dont son frère faisait partie. Elle va avoir le béguin aussi un petit peu pour le chanteur, un peu beaucoup. Et on va aussi parler de ce chanteur qui va grandir. Tout n'est pas beau, tout n'est pas rose, mais c'est la vie, la vraie, et c'est vécu avec une intensité qui est assez remarquable. Et en fait, à travers ces 9 derniers jours, on va avoir à la fois des souvenirs de Rabbit Eyes, parce qu'elle est dans un état de semi-conscience. Et donc, quand elle est plongée comme ça dans le coma pour comment dire, être soulagée de ses douleurs, eh bien, elle va revenir en fait dans tous ses souvenirs d'enfance, dans ses beaux moments, comme dans les moins beaux, comme dans les moments charnières de sa vie. Et on va également en fait avoir le point de vue de chacun des membres de sa famille qui va en fait va veiller à son chevet. Et pareil, ça va être quelque chose de très lumineux en fait. Et c'est du coup c'est vraiment en décalage par rapport au thème principal. Mais je ne peux que vous le recommander. C'est bourré d'optimisme, c'est bourré de résilience. C'est très très beau. Et le deuxième tome, donc c'est Sous un grand ciel bleu. Et ben c'est la suite parfaite, je trouve, au premier tome. Les deux sont disponibles en poche si vous voulez les offrir à moindre coût. Ensuite, je vais essayer d'accélérer parce que je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo. Je vous conseille également Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Alors, Lauriane, si tu passes par là, je sais que ça n'a pas été un coup de cœur pour toi. Mais la plupart des gens qui l'ont lu ont énormément apprécié la lecture. Et je dirais qu'en fait, c'est surtout ce roman-là en fait, qui a fait connaître l'autrice. On va suivre Violette Toussaint, qui est garde cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Les gens de passage et les habitués viennent se confier et se réchauffer dans sa loge. Avec la petite équipe de fossoyeurs et les jeunes curés, elle forme une famille décalée. Mais quels événements ont mené Violette dans cet univers où le tragique et le cocasse s'entremêlent? Voilà, j'ai pas envie de vous en lire plus. Donc effectivement, on va vraiment être focus sur Violette, cette garde cimetière un petit peu atypique. Et on va retracer en fait son vécu de femme, d'épouse, de mère, enfin voilà, on va vraiment retracer son vécu. Et pareil, en fait, on va avoir une information à un moment donné qui va faire basculer votre lecture et qui va faire que vous attachez d'autant plus à ce personnage principal. Alors, le livre fait 660 pages, donc c'est quand même un gros pavé. Et moi, clairement, je ne les ai pas vus passer, ces 660 pages. J'ai également lu de l'autrice Les Oubliés du Dimanche et 3, que j'ai bien aimé, mais que j'ai beaucoup moins aimé que celui-ci. Changer l'eau des fleurs a été également adapté au théâtre. Bref, pour moi, ça a été une très très belle lecture. Je peux vous lire quelques critiques. Bulldop de C'est au programme, gros coup de cœur, un livre splendide, bouleversant, mon livre de l'année, une claque magistrale. Baptiste Ligueur de lire Un contraste entre rire et larmes qui fait mouche. Anne-Marie Mitchell, la Marseillaise, dit Tonnerre d'applaudissements et croyez-nous, le mot tonnerre n'est pas trop fort.
Christophe Rivet-Maris de Unidiver dit « À couper le souffle » et Nathalie Dupuis de Elle dit « On nage en plein bonheur ». Voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Je l'ai lu il y a quand même pas mal de temps et pourtant je me souviens quand même des émotions qui m'ont traversé à la lecture. Donc voilà, pourtant je lis pas 4-5 romans à l'année. Donc si ce livre m'a marqué, c'est que il y a quelque chose en plus de l'ensemble des romans, des romans contemporains qu'on peut voir paraître chaque semaine. Ensuite, j'ai envie de vous parler de Melissa d'Acosta. Alors, j'ai pris cette duologie-là, mais en fait, vous pouvez prendre n'importe quel livre de Melissa d'Acosta, clairement. Je vous parle de cette duologie-là parce que je l'ai lu cette année. Je revenais des autres, c'est le tome 1. Les douleurs fantômes, c'est le tome 2. Ils doivent se lire vraiment dans l'ordre, sinon vous ne comprenez pas l'état des relations des personnages dans ce deuxième tome. On va ici suivre Ambre, en fait, qui a 20 ans et qui entretient une relation avec Philippe, qui a lui 40 ans, qui est commercial, je crois, ouais, directeur commercial. Et en fait, Philippe, il a une femme et 2 enfants. Donc c'est une relation extra-conjugale. Ambre, qui a 20 ans, pour elle, c'est pas que c'est l'homme de sa vie, mais si, en fait. Elle sait qu'il est marié, elle sait qu'il a 2 enfants, mais elle n'a qu'une idée en tête, c'est qu'il quitte sa famille pour la rejoindre. Et puis un jour, Philippe va lui dire que c'est terminé. Que lui et elle, c'est une histoire qui est terminée. Et là, Ambre va souffrir d'un sentiment de vide et elle va avoir un acte d'autodestruction. Je ne peux pas vous en dire plus. Et à partir de ce moment-là, elle va être en fait envoyée en saison en fait à la montagne, où elle va rencontrer toute une équipe en fait, toute une équipe de saisonniers à laquelle on va s'attacher. Et elle va s'attacher à un personnage en particulier. Alors je ne sais plus si le prénom est à l'intérieur du résumé, mais non, il n'y est pas. C'est pas grave, elle va s'attacher à un homme en fait qui a à peu près son âge. Et va se créer une belle histoire d'amitié et cet homme-là va l'aider à se reconstruire. Ambre, elle était vraiment dans un process d'autodestruction et il va essayer de lui faire soulever la tête de l'eau, de se retrouver, de lui faire comprendre qu'elle vaut bien plus que ça et qu'elle a des choses à vivre. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mais vraiment ce roman il m'a énormément touchée. Alors pour le coup, vous êtes vraiment en pleine saison montagnarde, c'est l'hiver, il fait froid, il y a de la neige, vous mangez des plats à base de fromage. Enfin, au niveau de l'ambiance, on est bien ancré. Mais c'est pas ça en fait le roman, la force du roman, encore une fois, c'est les personnages et les liens qui vont les unir. Il fait quasiment 700 pages, je crois l'avoir lu en 2 ou 3 jours. Encore une fois, je l'ai beaucoup recommandé et à chaque fois ça a été un coup de cœur pour les personnes qui l'ont lu. Et les douleurs fantômes, j'ai aussi beaucoup aimé puisqu'on retrouve vraiment tous les personnages du tome 1 dans ce tome 2, quelques années plus tard. Et en fait, on est un petit peu choqué de l'état de leur relation, des événements qui séparent les 2 tomes. Et on a envie de savoir en fait comment ils vont penser chacun leurs blessures. Je n'en dis pas plus, mais vraiment, si vous avez envie de lire un Melissa d'Acosta ou d'offrir un Melissa d'Acosta, je vous conseille cette duologie-là, qui peut sembler peut-être plus digeste pour une première approche que Tout le bleu du ciel. Tout le bleu du ciel, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus contemplatif. Là, on est sur quelque chose de très très dynamique. Tout le bleu du ciel, on est sur quelque chose de beaucoup plus contemplatif. Après, elle a aussi écrit un one-shot. Est-ce que je vais le retrouver là? Les lendemains. Les lendemains, c'est un roman qui est beaucoup plus court. C'est un one-shot aussi. Et je dirais qu'il faut lire au bon moment parce qu'il y a un sujet abordé qui est très très difficile. Je ne vais pas vous dire quoi, sinon je vous spoil. Mais une fois que l'événement difficile, il arrive en tout début de roman. Et après, on est quelque chose, encore une fois, sur plus contemplatif, un peu dans le même esprit que Tout le bleu du ciel, où on va utiliser vraiment la nature pour essayer de se ressourcer, de se reconstruire. Alors que là, oui, il y a des passages où on va mettre la nature en avant et toute la beauté dont elle peut faire preuve et par laquelle on peut être émerveillé, mais on va vraiment être très très centré sur les liens humains. Voilà pour les contemporains que je vous conseille. On va passer rapidement au roman historique.
Alors, pour les romans historiques, on va commencer avec Mademoiselle Papillon d'Alia Cardin, qui est un roman à double temporalité et qui va parler en fait de la grande prématurité. Je vous lis le résumé et je vous explique un petit peu après pourquoi je vous le conseille. Gabrielle, 30 ans, s'occupe de grands prématurés dans un service de néonatologie intensive. Impuissante face à la souffrance de ses patients, l'infirmière glisse lentement dans l'indifférence lorsqu'elle découvre l'histoire de Thérèse Papillon, reconnue juste parmi les nations. En 1920, dans une France ravagée par la guerre, Mademoiselle Papillon est envoyée par la Croix-Rouge dans un dispensaire à Vraignes en Vermandois. Alors qu'elle tente d'accomplir sa mission, la vision des enfants qui succombent dans la rue l'obsède. Une ambition se forme et prend bientôt toute la place. Elle doit bâtir une maison pour les protéger. Lorsqu'elle franchit le seuil de la sublime abbaye de Valloire, Mademoiselle Papillon est convaincue d'approcher son rêve. Voilà, c'est un roman, du coup, je vous l'ai dit, à double temporalité, qui va d'un côté parler de la grande prématurité et de l'autre côté, en fait, de la pédiatrie de manière un peu plus générale, dans un contexte historique très particulier, puisqu'on est dans l'après-guerre, dans l'entre-deux-guerres, on est en 1919. Et il faut savoir que Mademoiselle Papillon a réellement existé, Thérèse Papillon a réellement existé. Et donc il y a eu un vrai travail de recherche de la part de l'autrice qui est juste magnifique. C'est un roman qui est très très émouvant, d'autant plus qu'il se base en partie sur des faits réels. C'est des portraits de femmes juste magnifiques. C'est un roman qui bouleverse et j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est un roman qui est assez court, qui se lit très très vite. Il fait 270 pages. Donc vous voyez, pour quelqu'un qui ne lit pas énormément, mais qui n'a pas forcément une passion de l'histoire, mais qui est sensible à notre histoire, qui peut être sensible à la prise en charge des enfants, qui peut être sensible au monde des soignants, eh bien ça peut vraiment plaire. En tout cas, j'ai passé un très beau moment de lecture. Pas un bon moment, un très beau moment de lecture. Ensuite, je ne savais pas dans quelle catégorie mettre Rien n'est noir de Claire Berest, puisque pour moi, ça parle de l'histoire, de la vie de Frida Kahlo, et pour moi, eh bien, Frida Kahlo, elle fait quand même partie de notre histoire. Donc ça peut choquer que je le mette dans un roman historique, mais j'aurais pas su dans quelle catégorie le mettre si je ne l'avais pas glissé là. J'ai très rarement lu des biographies, pour peut-être même ainsi dire jamais. Et pourtant, alors Frida Kahlo, je l'aime beaucoup. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez parfois des plans de mon salon et de ma salle à manger. J'ai un énorme tableau de Frida Kahlo. Je peux peut-être vous le montrer. Hop là, ici. Bref, c'est une artiste que j'aime énormément. Et quand ce roman est sorti en format poche, eh bien, je me suis un petit peu ruée dessus. Et j'ai beaucoup aimé en apprendre davantage sur Frida Kahlo et sur sa vie. Je ne vais pas vous refaire l'histoire de son amour avec Diego, de leur lien un petit peu toxique. Mais voilà, il y est question de tout ça. Il y a aussi question de l'âme artistique de Frida, du temps qui passe, de son rapport au corps, de son accident de bus qui a fait qu'elle a été enfermée dans un corps complètement fracassé, avec lequel elle a dû survivre, je dirais même. Voilà, moi j'ai vraiment adoré ce roman, cette biographie qui met vraiment en valeur la femme qu'elle était, avec sa soif de liberté, avec son côté parfois très excentrique. J'ai beaucoup imaginé ses tenues. Voilà, j'ai beaucoup aimé en apprendre davantage sur cette femme, une femme qui avait soif de liberté, qui pouvait sembler complètement excentrique, qui était peut-être en avance sur son époque, qui a dû vivre dans un corps complètement fracassé par un accident de bus, qui a dû survivre même, qui s'est auto-peint et j'ai beaucoup apprécié aussi prendre le temps d'aller sur internet, de revisualiser les tableaux dont il était question dans ce roman-là. Bref, j'ai vraiment tout aimé, je ne me suis pas du tout ennuyée. C'est un roman qui est haut en couleurs, pour Rien n'est noir, c'est quand même pas mal.
Il fait 230 pages et il se lit très très bien. Donc voilà, c'est un roman que je conseille vivement. Dans un tout autre genre, j'ai lu il y a 2 ou 3 ans, je pense, Fille de la mer de Marilyn Bracht, que j'ai beaucoup aimé. Alors clairement, c'est pas du tout une lecture que j'envisageais de faire. Alors je sais même plus comment il est arrivé entre mes mains. Est-ce qu'on me l'a offert? Est-ce que je me le suis acheté? Je ne sais plus. Mais c'est clairement pas dans mon univers de prédilection puisqu'on est en Corée dans les années 40. Et en fait, il y est question des Zenyeo. Je sais pas trop comment on dit. En fait, c'est des plongeuses, c'est des femmes plongeuses en mer. Et en fait, ici, il va être question d'Anna qui a vécu toute sa vie sous l'occupation japonaise. Donc, c'est une femme plongeuse en mer. Elle jouit sur l'île de Jeju d'une indépendance que peu d'autres Coréennes peuvent encore revendiquer. Jusqu'au jour où Anna sauve sa sœur cadette, Amy, d'un soldat japonais et se laisse enlever à sa place. Elle devient alors, comme des milliers d'autres Coréennes, une femme de réconfort en Mandchourie. Amy passera sa vie à chercher Anna et à essayer d'oublier le sacrifice que sa sœur a fait. Mais les Zenyeo sont des femmes de pouvoir et de force. Plus de 60 ans plus tard, Amy saura-t-elle affronter le passé et les horreurs de la guerre pour retrouver enfin la paix? Voilà, on est sur une guerre d'indépendance Corée-Japon. On est sur le fait que les Coréennes étaient enlevées pour devenir en fait des femmes de réconfort. On est sur donc des scènes très très difficiles à lire. Je lis très très peu de romans qui font référence à la Corée, à la culture asiatique de manière générale. Mais celui-ci, c'est un roman qui m'a beaucoup marqué et qui m'a donné envie de poursuivre ma découverte dans les romans historiques. Et vraiment, encore aujourd'hui, je m'en souviens. Donc voilà. Et vous avez en fin de roman les dates clés en fait historiques. Par exemple, 1905, la Corée entre sous protectorat japonais, fin de l'Empire coréen, et ainsi de suite. Ça remet aussi un petit peu dans le contexte historique. 1945, les États-Unis lâchent des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Donc voilà, c'est pas une lecture facile, mais si vous avez des amateurs de romans historiques, voilà, ça peut vraiment plaire. Ensuite, je vous conseille Les Orphelins de Varsovie de Kelly Rimmer. On est ici en Pologne, printemps 42. Emilia a 13 ans. Elle vit chez ses parents adoptifs à Varsovie. Elle a été forcée de changer d'identité après avoir vu son père mourir sous les balles allemandes. Elle doit rester cachée et passe ses journées à espionner les habitants de l'immeuble. C'est ainsi qu'elle devine que leur voisine Sarah, infirmière, évacue des enfants juifs du ghetto en secret. Et à partir de ce moment-là, en fait, Emilia va vouloir aider sa voisine Sarah. Elle va vouloir être résistante et elle va en fait se lier d'amitié avec Roman ou Roman, qui est un adolescent en fait, qui lutte pour aider sa famille à survivre. Mais un jour, les parents de Roman ou de Roman sont confrontés à un choix terrible. Confier leur dernière-née, âgée de quelques mois à peine, aux soins d'inconnus pour la sauver du ghetto ou la voir mourir. Un choix qui fera basculer leur destin à tous. Donc vous l'aurez compris, on est sur une histoire d'amitié entre enfants. L'une, donc Emilia, qui est chez ses parents adoptifs et qui est du bon côté du mur, on va dire. Et on a de l'autre côté Roman, qui est lui juif, un enfant juif du ghetto. Et ce roman, il m'a vraiment bouleversée alors oui, par le contexte historique, mais aussi par la force du lien qui unit Sarah et Roman, je sais pas. Mais c'est émouvant à souhait, c'est très très beau. Kelly Rimmer, elle a une plume qui est dingue. Je vais vous lire un petit peu les avis des lectrices Charleston, parce que c'est un roman qui est paru cette année, et donc du coup qui n'est disponible qu'en format broché. Et du coup, je redécouvre mon avis. Je ne savais même plus que j'avais mon avis dedans. J'avais marqué un roman poignant qui dépeint avec précision l'horreur de la Seconde Guerre mondiale. Un récit percutant, un coup de cœur pour moi. Il y a Lauriane du Conte Cocon littéraire qui marque: Kelly Rimmer est une conteuse exceptionnelle. Après tout ce que le cœur n'oublie jamais, j'ai une nouvelle fois passé un excellent moment de lecture riche en émotions. Il y a La lectrice gourmande qui marque un énorme coup de cœur. Quelle plume, je crois que je n'ai jamais autant tremblé qu'en tournant les pages de cette histoire marquante. Cette plongée dans l'enfer du ghetto de Varsovie restera longtemps dans mon cœur et dans mon esprit. Effectivement, il y a
Il y a des scènes vraiment, vraiment marquantes. Je me souviens, là précisément d'une scène où, il y a des enfants en fait qui sont dans le ghetto et qui arpentent en fait les rues, à une heure où ils ont le droit d'être dehors et qui découvrent des choses par terre. Je peux pas vous en dire plus, mais il y a des moments comme ça très, très percutants dans ce roman, où ça elle nous donne accès à une infime partie, mais c'est déjà énorme, à une infime partie de ce qu'a pu être l'horreur de la guerre. Et c'est saisissant et en même temps, il y a cette beauté dans le lien, entre ces 2 enfants qui vont, petit à petit grandir et qui vont résister à ce régime d'oppression, chacun à leur manière. C'est très, très beau, c'est très, très bien écrit et je ne peux que vous le recommander si, la Seconde Guerre mondiale est une période historique qui intéresse. Ensuite, je ne peux que vous recommander la trilogie Les rêves de nos mères de Karine Pitoki. Donc le tome 1 est vraiment très très court. Les tomes 2 et 3 sont beaucoup plus épais. Ils sont disponibles en format poche pour les tomes 1 et 2. Le tome 3 n'est disponible qu'en format broché. Et le tome 4, si je ne dis pas de bêtises, est en cours d'écriture. Donc je vous lis le résumé. Là, on est 1912, pardon, donc on est avant la Première Guerre mondiale, et en fait, au fur et à mesure de la saga, on va traverser la Première Guerre mondiale et ainsi de suite. Lady Julia Ashford, dont le mari vient de mourir en la laissant enceinte, se retrouve seule dans l'immense domaine qui est désormais le sien, et se prépare à une vie placée sous le signe du deuil et des devoirs qui incombent à son titre. Mais voilà que son passé revient la hanter, sous la forme de Will Murphy, son amour d'enfance, gangster irlandais régnant aujourd'hui en maître sur l'Est End de Londres. La maîtresse de Longfield Park peut-elle lier son destin à cette figure de la pègre? Sans doute pas, tout comme elle ne devrait pas se préoccuper du quotidien de son ancienne domestique Edna, mariée à un homme violent, ni encourager sa cousine dans ses engagements suffragistes. Mais la vie change en Angleterre. Autour d'elle souffle le vent des temps nouveaux, celui des révolutions et du changement social, sans compter cette guerre qui déjà se profile imminente et terrible. Alors dans le premier tome, pour moi, on va vraiment mettre en lumière une romance. En tout cas, on va vraiment mettre en avant le destin de Lady Julia Ashford, donc vous l'aurez compris, qui est jeune veuve, qui est enceinte et qui est tiraillée entre ses nouvelles obligations, son nouveau statut et son ancien amour, Will Murphy. Alors ça fait un peu penser à Peaky Blinders, c'est un peu un mélange entre Downton Abbey et Peaky Blinders. Elle est tiraillée donc entre son nouveau statut, son amour de jeunesse, sa cousine qui fait partie des suffragettes, sa domestique effectivement qui est victime de violences conjugales. Enfin voilà, il y a tout un contexte. Mais on va donc dans ce premier tome mettre vraiment en lumière cette femme et tout ce qui la tiraille et surtout le lien avec Will Murphy. Dans le deuxième tome, on n'est plus du tout sur le même point de vue, on est davantage vraiment sur la Première Guerre mondiale et tout ce que ça implique pour la famille, pour les personnages secondaires qui ont été présentés. On va être sur les champs de bataille, enfin voilà, on est vraiment dans un contexte historique pur, avec tous les versants que cela comporte. Donc ça peut être la cousine qui fait partie du mouvement suffragiste, ça peut être les femmes qui sont laissées seules quand les maris partent au combat, ça peut être les maris qui sont effectivement sur le champ de bataille. Enfin voilà, on a vraiment un, point de vue très, très global de l'ensemble des positions qu'on peut retrouver au cours de la Première Guerre mondiale. J'ai pas encore lu le tome 3, mais ça ne saurait tarder. Je pense que je vais le passer en livre audio pour ne pas prendre trop de retard à l'arrivée du tome 4. Ensuite, l'un de mes gros coups de cœur aussi de l'aventure Charleston, c'est Les secrets de Silvermore de Tracy Rees. J'avais lu Le Manoir aux Roses de la même autrice, que j'avais beaucoup aimé, mais où j'avais trouvé quand même quelques longueurs. Pareil, celui-là, il est disponible qu'en broché. J'avais trouvé quelques longueurs sur Le Manoir aux Roses, et celui-ci, clairement, zéro longueur, promis. On est en Angleterre à la fin du 19e siècle, puisqu'on est en 1899. Dans son village du sud du Yorkshire, le jeune Tommy Green, 14 ans, rêve d'embrasser le vaste monde et d'échapper à l'obscurité des mines de charbon.
Prisonnier de sa condition d'enfant de mineur, il braconne la nuit sur un domaine abandonné où il s'imagine être le fils caché de Lord Sedgewick, propriétaire du manoir voisin de Silvermoor. Lorsqu'il rencontre la flamboyante Josie Westgate, leur fascination commune pour la noblesse locale donne naissance à une solide amitié. Aussi, le jour où les parents de la jeune fille décident de la travestir en garçon pour l'envoyer à la mine de force, Tommy vient à son secours et tous deux s'échappent pour demander de l'aide à la famille Sedgewick. Mais en poussant les portes du manoir, les deux amis vont pénétrer un monde qui leur était jusqu'ici interdit et découvrir les secrets qui hantent les murs de Silvermoor. Donc, alors c'est marqué saga historique bouleversante, pleine de mystères et de suspense, portée par des personnages inoubliables. Alors il marque saga, donc est-ce que c'est un tome 1? Je ne sais pas. En tout cas, ça ne nous a pas été vendu, entre guillemets, comme ça, quand on l'a lu en tant que lectrice Charleston. Donc je ne sais pas si c'est un one-shot ou une saga. Bref, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, on est en Angleterre, fin du 19e siècle, et on va mettre ici en avant plutôt la distinction des classes sociales avec donc Tommy, je crois, oui c'est ça, Tommy et comment elle s'appelle la fille, et Josie. Donc ce sont deux enfants qui font en fait partie de villages voisins qui sont des villages ennemis. Et en fait, ils vont eux développer une amitié qui va être inconditionnelle. Et ils rêvent tous les deux de grande noblesse, voilà, alors qu'ils sont tous les deux fils et filles de mineurs. Et donc, vous l'avez compris, Josie va être travestie en garçon pour elle-même, en fait, aller à la mine. Et au moment où eux vont vouloir accéder à la noblesse, eh bien, il y a des secrets, de très 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 lourds secrets du passé qui vont éclater. Et c'est un roman qui va vers des sujets qu'on n'aurait vraiment pas imaginés au départ. Je peux vous lire les avis de quelques lectrices. Il y a Vie de lire, donc c'est Virginie qui dit « J'ai eu un immense coup de cœur pour cette fresque familiale rythmée et palpitante entre secrets de famille, désillusions et espoirs inavoués. Le lecteur embarque pour un voyage intense et captivant. » Je suis complètement d'accord. Bah tiens, encore mon avis. Une plume d'une délicatesse bouleversante, le rythme est soutenu, allant de révélation en révélation, surprenant le lecteur à chaque page tournée. C'est ce que je vous disais, c'est que ça prend des tournures, des tournants qu'on n'envisageait pas du tout. Et autant dans le Manoir aux Roses, il y a des petites longueurs, autant là, il y en a zéro. Lauriane qui dit « Impossible de ne pas s'attacher à Tommy et Josie, deux enfants destinés au travail à la mine qui aspirent à une vie meilleure. » C'est exactement ça. Ils ont envie de croire en eux-mêmes, en leur potentiel. Et ils ont envie de s'élever, en fait, de leur statut social. J'ai énormément aimé ce roman. Alors, le dernier roman historique dont je voulais vous parler, c'est Le réseau Jane d'Heather Marshall. C'est le premier roman qui a reçu 5 étoiles de l'ensemble des lectrices Charleston, donc des 20 lectrices Charleston, depuis que les lectrices Charleston existent. Donc pour vous dire que voilà, c'est quasiment un sans faute, en tout cas si vous l'offrez, vous êtes quasiment sûr qu'il va plaire. Si vous le lisez, en tout cas si le sujet vous parle, vous êtes quasiment sûr d'aimer. Je vais vous lire le résumé. Si vous ou une de vos amies tombe enceinte alors qu'elle ne le souhaite pas, vous devez appeler un médecin et demander Jane. Jeune étudiante à l'université de Toronto, Nancy Mitchell se raccroche désespérément à ces mots lorsqu'elle découvre sa grossesse en 1980. Le jour du rendez-vous avec le docteur Evelyn Taylor, qui pratique des avortements clandestins, Nancy suit à la lettre les consignes. Ne pas donner de nom de famille, venir seule, frapper 7 fois à la porte. Elle sait que se rendre au cabinet de Seaton Street pourrait l'envoyer en prison. Pourtant, quelques années plus tard, elle rejoint le réseau Jane, en dépit du danger, pour venir en aide aux femmes dont elle partage le déchirement. Nancy trouve rapidement sa place dans cette famille de cœur et comprend que chacune a ses propres raisons et secrets pour prendre au quotidien ces risques insensés. Pour Evelyn Taylor, l'histoire a commencé près de 20 ans auparavant dans un établissement religieux où les filles perdues étaient envoyées donner naissance. Inspiré de faits réels, un éclairage bouleversant sur un militantisme historique porté par les destinées de femmes en quête de liberté. Donc vous l'aurez compris, ici on va avoir pour thème principal la maternité. Sous toutes ses coutures, il va être question d'avortement illégal, donc d'appel à la faiseuse d'anges, et puis au fur et à mesure, il y a un réseau clandestin de femmes médecins qui va se créer pour pouvoir
donner accès, toujours de manière illégale, mais donner accès à un avortement un peu plus serein que l'avortement prodigué par les faiseuses d'anges, où beaucoup de femmes mouraient suite à des infections ou des hémorragies. On va au départ en tout cas faire connaissance avec Nancy Mitchell, je crois, ou c'est Evelyn Taylor, non c'est Evelyn Taylor, qui, eh bien, elle, quand elle est tombée enceinte, a été emmenée, internée dans un lieu religieux où en fait elle a dû passer toute sa grossesse pour donner naissance. Alors ça, on le faisait quand c'était des relations hors mariage. Mais le problème, c'est que ces femmes ne ressortaient pas avec leur bébé. Je ne vais pas vous dire dans quelles conditions, mais ces femmes ne ressortaient pas avec leur bébé et elles n'étaient pas forcément tenues au courant. Et donc, Evelyn Taylor, eh bien, elle a décidé à un moment donné, elle, de rejoindre le réseau Jane, en fait. Vous l'aurez compris, donc le réseau Jane, c'est le réseau de femmes qui donne accès, en fait, à un avortement un peu plus médicalisé, mais toujours illégal. Et on va avoir une temporalité aussi différente, puisqu'on va être aussi dans une temporalité contemporaine, où on va avoir une femme qui va vouloir avoir accès à la maternité. Donc c'est pas que l'avortement en soi qui est mis en avant ici, c'est vraiment la maternité de manière beaucoup plus générale. C'est aussi l'accès à son propre corps, reprendre la liberté de contrôle de son corps en tant que femme, décider de ce qu'on en fait de ce corps. Et puis c'est aussi accepter qu'on n'a pas envie d'être mère, d'être mère de manière, enfin tout court, de manière radicale, ou d'être mère dans les conditions dans lesquelles potentiellement la grossesse se développe. Bref, voilà, je perds un peu les mots parce que c'est un roman qui m'a vraiment touchée, et puis ça fait un petit moment là que je commence à vous parler. Je peux vous parler des avis des lectrices Charleston. Il y a Camille Un instant pour lire qui dit un roman engagé et féministe, tellement important à lire. Cette histoire est celle de Nancy, Evelyn, Angela et Jane, mais aussi la nôtre. Je suis complètement d'accord, c'est qu'en lisant ce roman, on se rend compte aussi du combat qu'ont dû mener des femmes pendant des dizaines, voire des centaines d'années pour qu'aujourd'hui, nous, on puisse avoir accès à notre corps et à l'avortement. Et j'ai lu d'ailleurs ce roman au moment où on commençait à faire marche arrière aux États-Unis sur l'accès à ce droit-là, donc ça montre aussi que le combat est encore actuel. Voilà en ce qui concerne les romans. Là, voilà, la pile était trop grande. Voilà ce qu'il en est en tout cas pour les recommandations historiques. Je vais très très rapidement vous faire part de mes recommandations en fantasy fantastique, et il faut que je me dépêche puisqu'il faut que j'aille chercher ma fille à l'école dans 10 minutes. Alors, je vais commencer par un roman qui n'est pas vraiment du fantastique. Et là, vous allez me dire, bah, c'est bien beau Manon, tu nous promets du fantasy fantastique et tu nous parles d'un roman qui ne fait pas partie de ce genre. Effectivement, ce roman, c'est plutôt un roman contemporain, mais il y a des touches de fantastique dans ce roman, et l'autrice est connue pour ça. Donc c'est Dans la forêt des larmes de Glandi Vandera, qui pour moi a été une magnifique lecture, voire un coup de cœur. C'est juste que la fin m'a un petit peu moins convaincue, était un peu trop simple pour moi au vu de la complexité de l'intrigue de manière générale. Mais voilà, il y a des petites touches un petit peu de fantastique qui font que je vous le propose quand même dans les romans fantastiques, mais en fait c'est plutôt un roman contemporain. On va ici parler d'Élise qui a toujours trouvé refuge dans la nature quand ça n'allait pas. Et elle découvre que son mari est infidèle. Le premier réflexe qu'elle a, c'est de prendre ses 3 enfants, d'aller en forêt pour se ressourcer. Et elle a tellement la tête ailleurs qu'elle met ses 2 premiers dans la voiture et elle oublie son nourrisson. Elle reprend la route et quand elle revient, son nourrisson n'est plus là. Quelqu'un l'a enlevé, elle ne sait pas ce qui s'est passé, l'enquête ne donne rien. Et là, vous vous doutez bien qu'il y a un sentiment de culpabilité qui va arriver. Suite à la disparition de son bébé, vous doutez bien du sentiment de culpabilité qui va la ronger. Et elle va décider en fait de s'exiler, de couper les ponts avec ses 2 enfants qui restent, ses 2 garçons. Et elle va mener un long exil, elle va partir vraiment en quête d'elle-même. Voilà pour l'intrigue principale. On va suivre de manière parallèle une femme qui est très isolée dans les bois et qui vit de manière un petit peu atypique.
Voilà, je peux pas vous en dire plus au niveau de l'intrigue parce que je risquerais de vous spoiler. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça s'inscrit quand même dans la veine du nature writing, mais avec quand même quelques éléments qui peuvent sembler un petit peu fantastiques. Donc il ne faut pas avoir l'esprit trop fermé au départ. In fine, quand on voit le dénouement, il n'y a rien de fantastique du tout. Il y a juste parfois des personnages un petit peu euh, en décalage avec la réalité. Je ne vous spoil pas quand je vous dis ça. Mais voilà, et je sais que c'est un peu la marque de fabrique de la plume de l'autrice, puisqu'elle a écrit Là où les arbres rencontrent les étoiles. Et c'est un petit peu les retours aussi que j'ai pu en lire, c'est que ça a quelque chose un petit peu de fantastique, d'irréel. Et en fait, voilà, c'est un roman qui est bien ancré dans le réel, mais voilà, qui a des petites touches de nature writing qui peuvent sembler un petit peu d'horizon parallèle, on va dire. Ensuite, je vais pour le coup vous faire des recommandations vraiment de fantasy. Alors, encore une fois, je ne suis pas du tout la spécialiste du genre. Je commence à en lire depuis un mois, je dirais, depuis mon anniversaire. Donc ça fait un mois et demi à peu près, sous les conseils avisés de Lauriane Cocon Littéraire que je ne présente plus. Alors, je vous en ai parlé dans l'un des derniers journaux d'une lectrice. Je vous conseille Le Royaume assassiné d'Alexandra Christo, qui est une réécriture de La Petite Sirène, mais dans un univers vraiment très dark. On va suivre en fait Lyra, qui est la sirène la plus dangereuse de l'océan, qui est en fait la fille de la reine des océans, et qui a pour particularité chaque année de voler le cœur d'un prince, puisque chaque sirène doit voler le cœur d'un humain, donc doit le tuer bien évidemment, donc doit voler le cœur d'un homme, et Lyra ne se contente que des cœurs de prince. Sauf que, eh bien, il y a une année, l'année de ses 17 ans, où elle va commettre une erreur, et sa mère, la reine, va la punir en la faisant devenir humaine. Et elle va lui demander en fait de lui ramener le cœur du prince Eliane, je crois, qui en fait est ouais, c'est ça, le prince Eliane, qui lui est considéré comme le plus grand chasseur des sirènes. Donc voilà un petit peu l'intrigue principale. Donc vous vous doutez bien que Eliane et Lyra vont se rencontrer, et voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je me suis beaucoup attachée aux deux personnages. C'est pas du tout manichéen pour le coup. Enfin, pour Lyra et pour Eliane, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de manichéen. Il y a beaucoup de nuances dans les personnages. C'est des personnages beaucoup plus complexes que ce qu'on peut penser. La reine des sirènes est, elle, très méchante. Pour le coup, il n'y a pas de nuance pour elle. Mais j'ai beaucoup aimé le profil psy des personnages. J'ai beaucoup aimé... Hop là, j'ai plus de batterie, mais ça continue de tourner. J'ai beaucoup aimé aussi l'environnement en fait, qui était proposé. Donc on est vraiment à la fois sous la mer et sur la mer avec différents royaumes. Donc au début, il y a un petit effort d'imagination à faire pour les royaumes, etc. Mais c'est très bien décrit. C'est juste que moi, je ne suis pas du tout... je suis novice en fait dans le genre, donc ça me demande un petit peu d'effort au début. Mais moi, j'ai vraiment adoré. Ça a été, je peux le dire, un coup de cœur. Et ce que j'aime bien dans la fantasy, c'est que c'est souvent fait des livres illustrés. En tout cas, il y a un travail éditorial qui est vraiment sympa. Enfin, je vous conseille vivement, si vous avez envie de découvrir ou d'offrir de la fantaisie, The Prison Healer de Lynette Noni, qui est un tome 1. Attention, c'est une saga, vous voyez le tome de juste derrière. On va suivre en fait Kiva, je vous lis pas le résumé parce qu'il dit pas grand chose. On va suivre en fait Kiva, qui a été emprisonnée en étant enfant à la prison de Zalindov. Elle est emprisonnée avec son père. Son père, en fait, était suspecté d'être allié à la cause rebelle. Et donc elle va être emprisonnée à Zalindov à l'âge de 10 ans, et elle va comment dire, évoluer dans ce huis clos, clairement, où les prisonniers sont considérés comme des esclaves. Vous allez être en fait assigné à une tâche en fonction de votre corpulence, en fonction de votre genre. Si vous êtes quelqu'un si vous êtes un homme très musclé, etc., vous allez aller dans les tunnels, et donc on sait très bien que vous allez très vite mourir. Bref, personne ne sort de Zalindov vivant, clairement.
et qui va elle, en fait, succéder, à son père en tant que guérisseuse. Elle va donc devoir, guérir, en fait, hein, les prisonniers, et un jour, en fait, il y a un homme un nouvel arrivant qui va passer par son infirmerie pour se faire tatouer puisque chaque prisonnier est tatoué au niveau de la main, au fer et il va y avoir une alchimie, en fait, avec ce prisonnier, mais une alchimie elle va détester au départ. Elle ne sait pas pourquoi, mais voilà, il y a des ondes entre eux qui font qu'ils vont se rapprocher, pas forcément de manière, très positive au début puisque Kiva a vraiment un mantra, elle ne doit s'attacher à personne puisque tout le monde est destiné à mourir et qu'elle n'a plus envie, elle, de souffrir. Et voilà, on va la suivre, où elle est quasiment à la majorité, où elle va avoir sa majorité. Elle est majeure peut-être, et voilà, on va la suivre dans son destin de guérisseuse et elle va mettre sa vie en péril pour une personne qui n'est pas le nouvel arrivant et on ne sait pas trop pourquoi, en fait. Pourquoi elle veut mettre sa vie en péril pour cette personne-là. Alors elle a une pression d'autres personnes pour le faire, mais on ne sait pas finalement pourquoi elle partage ces convictions-là et pourquoi elle se met autant en danger, puisqu'elle va devoir subir en fait des supplices qui n'ont pas été subis depuis, je crois, plus de 100 ans. Personne n'est revenu vivant de ces supplices. De toute façon, personne ne sort de Zalindov vivant, vous l'aurez compris. Et j'ai beaucoup aimé ce tome 1, au point où, une fois le tome 1 terminé, j'ai envoyé un message à Lauriane en disant « Ok, j'ai terminé, qu'est-ce qu'on fait ?» Puisqu'elle m'attendait pour lire le tome 2, et que le jour même, je suis allée en librairie acheter le tome 2 et que j'ai déjà lu le tome 2. C'est une saga qui va vraiment crescendo. Il y a un attachement spontané aux personnages principaux. Ça, je peux vous le garantir. Et pour le coup, pour un roman de fantasy, il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire au niveau de l'imaginaire dans le contexte environnemental qui est proposé. Ce qui est bien, en fait, c'est que vous avez une carte des royaumes qui est proposée au tout début avec une carte de Zalindov, donc de la prison. Il y a des personnages qui sont assez atypiques, encore une fois. Vous allez avoir Type aussi. Type, c'est un petit garçon qui est à Zalindov depuis vraiment tout petit et qui va prendre sous son aile. Il y a une très belle histoire aussi entre eux, presque de fraternité qui va se développer. Bref, c'est un roman que je ne peux que vous conseiller si vous avez envie de découvrir ou de faire découvrir de la fantaisie. Alors ça peut sembler un peu macabre, hein, cet univers de prison, etc. Mais en fait, vous avez une héroïne qui est juste dingue dans ce roman et qui peut vraiment faire penser à l'héroïne d'Hunger Games, Katniss. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai tellement aimé que voilà, j'ai déjà lu le tome 2 et le tome 2, ça a été également un coup de cœur. Pourtant, c'est pas des petits romans, hein, c'est des romans de quasiment 500 pages à chaque fois. Donc voilà, ils ne sont pas disponibles en poche, ils ne sont disponibles qu'en brochés. Voilà, j'ai fait à peu près le tour des romans que je voulais vous présenter. Je pourrais encore vous en présenter plein d'autres. Par exemple, je ne vous ai pas parlé des romans d'Anne Galion. Enfin voilà, je ne vais pas m'étendre parce que sinon je suis repartie pour un tour. Il suffit juste de mettre une pièce dans la machine et la machine repart. Donc je vais m'arrêter là puisque je suis censée décoller dans 3 minutes pour aller chercher ma fille. Donc voilà, j'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire les romans qui pourraient vous intéresser pour découvrir ou à faire découvrir, à mettre sous le pied du sapin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît. Et puis, encore une fois, si vous ne vous sentez pas très légitime à mettre un commentaire, ça peut arriver, j'ai eu plusieurs fois cette réflexion-là, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit sapin de Noël en commentaire pour me dire que vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo et que vous avez apprécié tout ce que je vous ai présenté. Voilà, je vais m'arrêter là, j'en profite pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Si c'est un moment que vous partagez en famille, eh bien je vous souhaite de pouvoir passer de très beaux moments avec vos proches, profiter de chacun d'entre eux et profiter de ces moments précieux. Si c'est plutôt une fête qui est difficile à passer pour vous et que vous la passez seule, eh bien voilà, j'ai une pensée aussi particulière pour vous. Je sais que les fêtes de fin d'année ne sont pas toujours synonymes de joie pour tout le monde. Donc j'ai également une pensée pour vous et en tout cas, voilà, je vous souhaite de belles fêtes et je vous souhaite également de continuer de prendre plaisir à lire et de partager avec votre entourage sur la lecture.